Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de cette étude sur la tour de Babel. Alors bien sûr, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, eh bien je vous invite à arrêter cette vidéo tout de suite et à regarder ce qui s'est passé dans la précédente vidéo. Euh, donc là ici, cette vidéo, c'est la suite justement de cet événement de la tour de Babel où nous allons voir la séparation des langues. Alors, petite précision, vous allez voir de nombreuses cartes. Toutes ces cartes viennent du site Wikipédia. Et donc, je vous invite vraiment à consulter ce site pour avoir des cartes peut-être en meilleure qualité. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, donc c'est la séparation des langues et on va s'intéresser justement à savoir si on peut retrouver une langue d'origine, si on peut prouver finalement que toutes les langues ont une origine commune. Donc voilà, bon, vaste travail, vous allez voir, mais sujet très intéressant. Alors, il faut savoir qu'il existe à peu près 7000 langues, sans compter les nombreux dialectes. 7000 langues qui sont réparties dans le monde entier. Euh, et on a aussi, donc là sur cette carte, vous voyez donc 300 systèmes d'écriture. Bon là, ils sont représentés par groupe de famille, mais du coup, donc il y a 300 systèmes d'écriture différents. Euh, et lorsqu'on regarde justement cette carte, euh, euh, qui provient justement donc du site Wikipédia, euh, on va pouvoir retrouver une corrélation avec les deux autres cartes que je vais vous présenter très rapidement. Mémorisez bien cette carte et voyez ici surtout, donc on voit que au niveau des systèmes d'écriture, il y a vraiment un développement qui revient très souvent ici, donc dans cette zone du Moyen-Orient. Et on va le revoir donc avec la prochaine carte que vous pourrez retrouver là encore sur le site Wikipédia avec cette référence de recherche famille de langues. Voilà. Et là encore, eh bien finalement, donc là ce sont les langues cette fois-ci. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur ces langues ici, les grandes familles. Il y a 17 grandes familles de langues. Et là encore, on retrouve vraiment qu'il y a une sorte de berceau qui part de cette zone-là encore, de cette zone du Moyen-Orient. On voit donc euh, des langues différentes qui sortent. Bon, donc vous verrez pas mal de points communs. Et on va donc maintenant, vous avez eu le temps de mémoriser cette carte, j'espère. Regardez bien aussi ce développement ici de tout ce qui est vert là, qui doit vous rappeler certainement un développement Japhet. Donc c'est bon, c'est mémorisé, j'espère. Et bien maintenant, on va reprendre une autre carte, c'est celle des haplogroupes. J'en ai déjà parlé. Voilà, donc la carte des haplogroupes. Alors cette fois-ci, donc le Moyen-Orient, vous le retrouvez ici dans cette zone-là. Euh, la carte, elle était un petit peu inversée. Ici, vous avez l'Amérique, bien sûr, continent américain, l'Afrique qui est ici et le continent asiatique là. Et encore une fois, eh bien, dans ces haplogroupes, donc les différents groupes qui ressortent, eh bien, on voit qu'il y a encore une émergence dans cette zone-là. Euh, je vais prendre la carte supplémentaire, la slide supplémentaire, euh, qui va résumer tout ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc, remarquez donc les trois zones. Donc, tout ressort. Donc, nous retrouvons finalement de nombreuses similitudes et vous allez vite comprendre. Pourquoi donc sur la carte des Écritures on voit que tout part d'un seul et même lieu, tout comme pour les haplogroupes d'ailleurs, notamment les haplogroupes MN et R, et tout comme aussi pour donc les diverses langues. Les 17 groupes de langues, on voit qu'ils sortent tous du même secteur. Donc tout ce secteur, c'est le Moyen-Orient. Euh, alors, concernant donc la tour de Babel, donc j'avais signalé que cette tour la tour de Babel, tout s'est développé donc dans un rayon de 50 km à partir du débarquement de l'Arche de Noé. Et bien sûr, ben, le débarquement de l'Arche de Noé, et bien là aussi, il se trouve encore dans cette zone du Moyen-Orient. Rappelez-vous, j'avais signalé des cartes avec justement
la ville de Diyarbakir, qui se trouve justement dans la région de Shinar, qui n'est pas sans rappeler donc plusieurs références à la Bible. Donc tout cela dans l'actuelle Turquie. Donc voilà, on a les trois haplogroupes M et N, R, qui partent de là et qui se répandent dans le monde entier finalement. Donc le système d'écriture, là aussi, on voit qu'il y a un développement ici, puis après, à partir de là, ce développement, il s'écoule de par ici les écritures cyrilliques, etc. Et ensuite, pour les langues, c'est pareil, on voit qu'il y a une domination ici des langues sémiques, chamiques plutôt. Là, ici, c'est Sem, et ensuite, là, c'est les langues japhétiques. J'en reviendrai donc juste après. Alors, concernant ces groupes de langues ici, hein, on retrouve 17 groupes de langues, de familles de langues, 17 familles de langues. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, eh bien, nous avons des langues afro-asiatiques, des langues nigéro-congolaises, des langues nilo-sahariennes, des langues ouraliennes, des langues turques, des langues mongoles aussi, donc les langues turques, les langues mongoles, des langues japoniques aussi, les langues tungus, des langues hmong-miennes, sino-tibétaines, les langues austro-asiatiques, les langues thaï-kadai, les langues austronasiennes, les langues indo-européennes et les langues esquimaux et laoutes. Voilà. Donc là, ici, vous avez les différents groupes. Voilà, par exemple, sur le dernier groupe, Esquimaux et Laout, vous les retrouvez bien sûr ici dans tout ce qui est Esquimaux, etc. Alors, comparons, on va parcourir très rapidement ces 17 groupes de langues, de familles, et vous allez très vite comprendre de quoi on parle réellement. C'est super intéressant, vous allez voir. Alors, concernant les langues afro-asiatiques ou chamito-sémiques, dedans vous retrouvez d'ailleurs ce terme de cham, hein. Ce sont des langues qui sont parlées en Afrique du Nord, dans le Sahara, dans le Moyen-Orient, en Somalie, à Djibouti, en Éthiopie, en Érythrée, etc. Ça fait 410 millions de personnes qui parlent ces langues. Et parmi ces langues, hein, eh bien, nous retrouvons donc les langues berbères, hein, ici, qui sont en Afrique du Nord et Sahara. Nous avons les langues couchitiques, dont le nom finalement vient de Couche, d'accord, le fils de Cham, voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi chamito, vous le retrouvez, chamique aussi, qui lors finalement donc Cham, hein, qui lors du repeuplement est parti habiter justement en Égypte, hein. On avait déjà vu toutes ces preuves aussi qui existent là-dessus. Nous retrouvons aussi ces langues en Somalie, nous les retrouvons aussi en Égypte aussi, hein. Nous retrouvons l'égyptien ancien, hein, qui était parlé en Égypte. Euh, Ensuite, concernant les langues sémitiques aussi, eh bien, ce sont des langues que l'on retrouve au Moyen-Orient, en Afrique du Nord aussi, en Méditerranée. Euh, et ensuite, ben, les langues tchadiques, elles sont parlées dans le Sahel, en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad, au Soudan aussi. Et puis pour finir aussi, on parle aussi des langues omotiques qui sont parlées, elles, en Éthiopie. Voilà. Donc vraiment très intéressant ça, ce sujet-là. On va s'intéresser maintenant très rapidement aux langues nigéro-congolaises. Il existe 15 sous-familles de langues. Je ne vais pas toutes les situer, mais là vous voyez un petit peu où les situer, donc nigéro-congolaise. Parce que ce groupe finalement comptabilise à lui seul 1526 langues. Et il faut savoir qu'il y a 459 millions de personnes qui parlent ces langues. Ensuite, nous avons les langues nilo-sahariennes. Voilà, nilo-sahariennes, c'est ça, ici, tout ce qui est en jaune. Nous avons ensuite les langues ouraliennes. Je vous rassure, ça va être assez rapide. Nous avons aussi les langues turques, là, tout ce qui est coloré. Langues turques ou des langues turciques. Alors, il faut savoir que les langues turques, hein, c'est quand même parlé par 250 millions de personnes. Et elles sont composées d'une trentaine de langues.
Ce sont des langues que nous retrouvons donc en Europe de l'Est, à l'est de la Chine, du côté de Chypre, en Sibérie. Et parmi ces langues, eh bien, on retrouve bien sûr le turc, hein, mais aussi l'ouzbek, en Ouzbékistan, pardon, le kirghize aussi, qui est parlé au Kirghizistan, le turkmène, qui est parlé au Turkménistan, le kazakh, par exemple là ici, qui est parlé donc au Kazakhstan. On a aussi l'ouïghour aussi, qui est parlé dans une région en Chine, voilà, etc. Ensuite, nous avons les langues mongoles. Les langues mongoles ou langues mongoliques. Elles se retrouvent en Mongolie, en Chine, en Russie et aussi en Afghanistan. Nous avons ensuite les langues tongouzes ou tongouziques ou langues tongouzes mandchou. Et on les retrouve en Russie, notamment dans la région de la Sibérie. On la retrouve aussi en Chine, dans la région par exemple de Xinjiang. On les retrouve aussi, d'ailleurs c'est cette région-là de Xinjiang, j'ai mentionné juste avant les Ouïghours, c'est la même région. On les retrouve aussi euh, dans la province de Heilongjiang aussi, près de la frontière russe, et aussi en Mongolie intérieure. Alors je profite hein, aussi de cette carte hein, pour parler des langues japoniques, hein. Bon, c'est une petite famille de langues hein, qu'on retrouve au Japon et qui est composée du japonais et de tous ses dialectes, sans oublier des langues ryukyu. Ensuite, nous avons les langues dravidiennes. Donc pour l'instant, bon, je passe très rapidement sur ces langues, hein, sans vouloir mépriser ceux qui habitent dans ces zones-là, parce que je veux vraiment m'intéresser sur les langues notamment indo-européennes, et là vous verrez, c'est super intéressant. Alors donc, bah, ces langues dravidiennes, elles sont composées d'une trentaine de langues, hein. Elles se situent dans le sud de l'Inde, dans quelques régions du Sri Lanka aussi, au Pakistan. Ce sont 214 millions de personnes qui parlent ces langues. Ensuite, nous avons les langues sino-tibétaines ou langues trans-himalayennes aussi, hein, en référence à l'Himalaya. Donc on retrouve 10 langues chinoises parmi ces langues, ou aussi appelées des langues sinitiques, pardon, non, pas bien, cyniques, qui sont parlées par 1 milliard 350 millions de personnes. Et elles sont composées du chinois, du mandarin, du pékinois, des langues aussi tibéto-birmanes, et c'est composé, donc qui sont composées, ces dernières langues hein, d'ailleurs, de 330 autres langues qui sont parlées donc par 70 millions de personnes. Ça fait du monde. Ensuite, nous avons les langues mongmiennes ou miao yao. C'est une petite famille de langues hein, qui sont composées des langues mong et des langues miennes, langues que nous retrouvons notamment en Chine, au Laos, au Vietnam et en Birmanie. Les langues mong sont parlées par près de 7 millions de personnes. Quant aux langues miennes, elles sont parlées par 2 millions de personnes. Donc ensuite nous avons les langues austro-asiatiques qui, comme son nom l'indique, eh bien, viennent d'Asie du Sud. Austro, je rappelle que ça veut dire sud. Et vous retrouvez bien sûr dans le terme asiatique, hein, Asie. Mais vous retrouvez aussi ces langues dans l'est finalement de l'Inde. Parmi ces langues, eh bien, on retrouve les langues Munda qui composent 21 langues et une distinction entre aussi le nord et le sud, ainsi que des langues mon-khmer qui représentent, elles, 132 langues. Vous voyez, il y a beaucoup de langues quand même sur Terre, donc bon courage si vous voulez apprendre toutes ces langues. Ensuite, nous avons les langues Thai-Kadai ou les langues Kradai, des langues daïques. Euh, Nous retrouvons ces langues en Indonésie, en Thaïlande, au Laos, en Birmanie, au Cambodge, au Vietnam, en Chine et en Inde. Et elles sont parlées par 100 millions de personnes. Et donc, dans cette famille de langues, eh bien, nous retrouvons les langues Kamtai, les langues Heilai et les langues Kadai. Ensuite, nous avons les langues austronésiennes. Alors, il faut savoir il y en existe 1273. Et nous en retrouvons à Madagascar, c'est une langue que maintenant nous connaissons,
et elle est parlée par près de 26 millions de personnes. Elle fait partie des langues malayo-polynésiennes. C'est un sous-groupe des langues austronésiennes, pardon. Alors il faut savoir que Madagascar a subi, voilà, je prends une parenthèse quand même dessus, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc Madagascar a subi beaucoup d'influences africaines et asiatiques. D'ailleurs, la génétique démontrant que les premières populations ayant habité Madagascar provenaient d'Afrique et d'Asie. Donc une raison pour laquelle nous retrouvons dans son vocabulaire des mots issus du javanais, donc c'est une langue austronésienne qui est parlée en Nouvelle-Calédonie, en Indonésie, au Timor oriental, en Malaisie et au Suriname. Mais nous retrouvons aussi les langues malaisiennes, donc le malais, c'est une langue encore là aussi austronésienne, qui est parlée bien sûr en Malaisie, mais aussi en Brunei, en Indonésie, dans le sud de la Philippine, des Philippines, à Singapour et dans une partie de la Thaïlande du Sud, sans oublier quelques îles aussi. Ainsi, pour dire 20, en malgache, on dit Roupolu. Donc ça s'écrit R-O-A-P-O-L-O. Roupol. En javanais, 20, eh bien, ça se dit Rongpulu. R-O-N-G. Et plus loin, Pulu. P-U-L-U-H. Et en malais, eh ben, ça se dit Duapulu. Donc le Pulu, il est le même qu'avant, et on a Dua, D-U-A, avant. Et nous y voyons finalement de grosses ressemblances. Et je pourrais aussi continuer de la même manière sur de nombreux autres mots malgaches. Mais nous retrouvons aussi dans la langue malgache de nombreux mots issus de la langue arabe. Par exemple, les jours de la semaine, alasnain, ce qui correspond à lundi. Et en arabe, lundi se prononce alatnain. Euh, et cela, on peut aussi le constater avec tous les autres jours de la semaine. Tous les autres jours ouais, de la semaine, voilà. Alors, parmi donc Sabutsnamen, c'est une ville, Sabuts, donc c'est le samedi. On retrouve encore les consonances arabes dedans. Donc parmi les langues austronésiennes, eh bien, on retrouve les langues parlées en Océanie, à Taïwan, en Asie du Sud-Est, etc. Alors nous retrouvons parmi les langues austronésiennes deux groupes importants de langues, les langues formosanes et les langues malayo-polynésiennes. Ce sont des langues que j'ai déjà mentionnées auparavant. Euh, en tout, il y a 225 millions de personnes qui parlent l'indonésien, 60 millions de personnes qui parlent le malais, 85 millions qui parlent le javanais, etc. C'est encore là aussi beaucoup de monde. Ensuite, nous avons les langues esquimaux-aléoutes. Alors là, vous avez déjà compris que dans ces langues, là où on retrouve ceux qui parlent ces langues, il fait très froid. Mangatsik B en malgache. Très très froid. En effet, eh bien, nous retrouvons ces langues en Alaska, au nord du Canada, c'est le milieu arctique, au Groenland, mais aussi dans la zone est de la Sibérie qui correspond à la zone du Kamtchatka. Donc la zone du Kamtchatka, c'est celle-ci ici. Voilà, c'est une zone qui est très proche finalement ici, qui rejoint donc une partie du Canada là-haut. Donc les langues esquimaux-aléoutes eh bien, sont composées de deux familles principales, les esquimaux et aléoutes. Les langues esquimaux sont composées des langues inuites et yupik. Quant aux langues aléoutes, elles sont composées de plusieurs dialectes. Voilà. Et enfin, je termine avec un groupe de langues qui nous concerne beaucoup plus. Ce sont les langues indo-européennes. Et vous allez voir, là, c'est très intéressant. Eh bien, comme vous pouvez le constater, eh bien, ces langues sont très très majoritaires. Et on les retrouve en Europe, sur le continent américain, en Australie, en Russie, en Inde, etc. Alors auparavant, le terme de langue indo-européenne n'existait pas. Il a été remplacé en 1813 par Thomas Young. Et l'un des termes employés auparavant pour désigner cela, c'était les langues japhétiques. Ça vous rappelle rien? Eh ouais, c'est bien Japheth, le fils de Noé.
le fils de Noé qui s'est développé en Europe, et comme d'ailleurs on le verra d'ailleurs dans le prochain point. Vous constaterez encore une fois de nombreuses similitudes entre cette carte et le repeuplement à partir des trois fils de Noé. C'est la même carte quasiment. Alors les langues indo-européennes sont parlées par 3 milliards de personnes dans le monde. Et elles sont composées des langues romanes, des langues germaniques, des langues helléniques, des langues celtiques, des langues balto-slaves, des langues indo-européennes, de l'albanais et de l'arménien. Alors une des raisons pour laquelle on retrouve autant de pays qui parlent les langues indo-européennes, c'est la colonisation. C'est pour ça que même en Afrique, là, vous voyez beaucoup de langues, alors que c'est Cham qui a conquis quand même tout le territoire africain. Et bien là, on retrouve des langues japhétiques. C'est plutôt curieux. Mais ça, c'est dû à la colonisation. Souvenez-vous que parmi les principaux pays colonisateurs, eh bien, il y avait l'Espagne, le Portugal, la France et la Belgique. Je n'ai pas mentionné la Hollande, etc., mais tous ces pays-là en faisaient partie. Eh bien, par exemple, pour parler du Portugal, le Portugal a colonisé le Brésil. Et donc, quand un pays colonisait un autre pays, eh bien, il amenait aussi leur tradition, leur culture, mais aussi leur langue. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la langue officielle du Brésil, c'est le portugais. Mais ils ont conquis aussi, colonisé plutôt l'Angola, le Mozambique, euh, la Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tome et Principe, ainsi que, enfin, tous ces pays-là étaient des colonies du Portugal. Et donc, aujourd'hui encore, la langue officielle de ces pays, c'est toujours le portugais. Mais l'Espagne aussi. Les Espagnols ont énormément conquis de pays. Donc l'espagnol fait partie des langues les plus parlées au monde. Euh, donc bien sûr, la langue espagnole, elle est parlée en Espagne, hein, mais aussi, donc voilà l'Espagne, mais aussi donc tout ce qui est Amérique centrale, mais aussi en Amérique du Sud. Euh, Par exemple, on a le Mexique, on a donc Cuba, Porto Rico, le Guatemala, le Honduras, Nicaragua, le Costa Rica, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, la Bolivie, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine. Voilà, donc tous ces pays-là, à l'exception ici du Brésil, donc tous ces pays-là, ils parlent espagnol. Euh, mais aussi, nous avons aussi d'autres pays en Afrique et en Asie. Il faut savoir qu'il y avait aussi les Anglais. Alors eux, les Anglais, ils avaient un très vaste empire colonial. Et celui-ci s'étendait en Afrique du Sud, par exemple en Afrique, hein, ici l'Afrique du Sud, le Kenya, Kenya plutôt par ici, l'Ouganda, le Nigeria, le Gambie, etc. Il s'étendait aussi en Océanie, donc l'Australie par exemple, il est caché là, tiens l'Australie, caché par ma tête. En Australie, Nouvelle-Zélande aussi, Fidji, les îles Tonga aussi, hein. Mais aussi en Asie, et bien sûr sur le continent américain. Alors nombreux hein, sont ces colonies qui parlent encore aujourd'hui la langue anglaise. Alors je ne vais pas trop m'attarder non plus sur la colonisation par les Belges, étant donné qu'ils parlent français. Et la plus grande colonie qu'ils avaient, c'était le Congo belge qui se situait là par ici. La France, quant à elle, elle avait aussi de nombreuses colonies sur le continent américain. Ici, on retrouve encore je pense que c'est ici, là, quelque part. Euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple. Voilà. De nombreuses colonies sur le continent américain. Canada, il parle aussi pas mal français aussi. Mais aussi en Afrique. D'ailleurs, Madagascar était une ancienne colonie française. Malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts hein, là-dessus par rapport aux colonies. Hein, mauvaise histoire. Mais on retrouve aussi en Océanie, en Asie, etc. D'ailleurs, le français est encore langue officielle, par exemple au Sénégal. Ça se situe ici quelque part, là, euh, par ici. Donc Djibouti, Haïti,
en Côte d'Ivoire, au Niger, au Tchad, au Togo, au Congo aussi, au Gabon, etc. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du monde, eh bien revenons aux sous-familles des langues indo-européennes. Je vous rassure, c'est bientôt fini quand même. Alors l'arménien est parlé bien sûr en Arménie. Quant à l'albanais, ben, qui est issu des langues paléo-balkaniques, il est parlé en Albanie, au Kosovo, en Macédoine du Nord et au Monténégro. Les langues indo-iraniennes, eh bien, regroupent bien sûr les langues iraniennes qu'on retrouve là ici quelque part, les langues indo-ariennes, les langues nouristani, etc. Ce sont les langues que nous retrouvons en Iran, en Inde, bien sûr, mais aussi au Caucase, au Tadjikistan, au Bangladesh, au Pakistan, au Sri Lanka, voilà. Nous avons ensuite les langues balto-slaves, qui regroupent, comme son nom l'indique, les langues baltes, donc tout ce qui est là-haut, et ensuite les slaves, tout ce qui est dans ce secteur-là. Alors, du coup, les langues qui sont parlées en Lettonie ou en Lituanie, donc c'est ici quelque part, voilà. La carte elle est très petite, donc j'arrive pas vraiment à discerner les frontières, mais c'est ici quelque part. Donc la Lettonie et la Lituanie, eh bien ce sont des langues baltes. Et les langues slaves, c'est la vaste plaine qui est ici. Il y a une vaste plaine slovène. Euh, la Tchéquie aussi, hein. Avant c'était la Tchécoslovaquie, mais il y a eu une séparation, donc République tchèque et la Slovaquie. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Pologne, c'est le gros pays qui est là quelque part, je pense. La Biélorussie, l'Ukraine, ça très très fortement connu. L'Ukraine et la Russie. Voilà. Et ensuite, nous avons les langues celtiques. Ben, celtique, ça vous fait tilt tout de suite, je pense. C'est celles qu'on retrouve en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, en Bretagne, etc. Alors aujourd'hui, eh bien, ces langues ne sont plus beaucoup parlées. Les langues officielles étant l'anglais et le français. Même si, par exemple, en Bretagne, on essaye de reparler le breton, la langue officielle reste le français. Et concernant les langues helléniques, eh bien, comme son nom, euh, vous allez faire le rapprochement avec son nom, je pense, hellénique, Hélène, la République hellénique, bah, c'est la Grèce. Voilà, les langues grecques. Et le grec d'ailleurs qui est aussi parlé à Chypre. Mais voyons maintenant aussi, nous avons les langues germaniques, hein, c'est le gros pays qui est là quelque part, voilà, il est là. C'est l'Allemagne. L'allemand, bien sûr, qui est une langue germanique. Mais aussi, on retrouve aussi le néerlandais. L'afrikaans aussi. L'afrikaans, qui est ici, c'est parlé aussi en Afrique du Sud et en Namibie aussi. C'est le petit patelin qui est le petit, il est inclus avec ici quelque part. Donc la Namibie aussi. On retrouve aussi ces langues germaniques. Euh, et les deux derniers pays, hein, ayant aussi finalement comme langue, hein, donc l'Afrique du Sud et la Namibie, comme langue officielle aussi l'anglais. Et l'anglais, qui d'ailleurs est une langue germanique. Alors, je pense que vous pouvez être surpris hein, par cette affirmation. C'est pour cela que je vais prendre quelques petits 5 minutes pour vous montrer quelques exemples afin que vous puissiez faire vous-même le même rapprochement. Alors, on va prendre un mot internationalement connu, le football, même si j'aime pas le football. Alors, comme vous le savez, c'est déjà un mot anglais qui veut dire ballon au pied. Et il est composé du mot foot, qui veut dire pied, et de balle, qui veut dire ballon. Voilà. Foot, balle. Donc, pied, ballon au pied, logiquement. Et bien cela, il vient de l'allemand. Eh oui. Fußball. Donc là, ça c'est le double S, football. Euh, donc, euh, Fuß, c'est le pied, et puis ball, allemand. C'est la balle, pardon, en allemand. En norvégien, tiens. En norvégien, pour le mot pied, eh bien, ça s'écrit faute, F-O-T. En danois, c'est fod, fauture, pour l'islandais. Voilà. On retrouve là encore dans ces langues germaniques, eh bien, les mêmes racines. C'est intéressant. Voyons d'autres mots aussi avec la même racine. Le mot eau, par exemple.
En anglais, water, et en allemand, c'est Wasser. Le mot mère, mère, Mother, in English, et Mutter, en allemand, in Deutsch, Mutter. Eh oui. Mais les mots, on voit, c'est quasi, c'est la même racine. Et pareil pour le mot chat, par exemple. Le mot chat, cat, cat en allemand. Le mot fish, fish en allemand et en anglais, fish. Et pour boire, to drink. Et là, non, il n'y a pas de tout, c'est trinken. Trinken. Donc pour le mot boire. Mais on a aussi des mots aussi en anglais et en allemand qui se ressemblent, comme le mot loup par exemple. Eh bien, dans les deux cas, c'est wolf. Wolf en allemand ou en anglais, c'est wolf. W-O-L-F. W-O-L-F. Voilà. Et même pour le mot hiver, c'est winter. Alors, concernant l'anglais, eh bien, je ne vais pas vous donner la liste de tous les pays qui parlent cette langue, parce qu'elle est assez conséquente. En revanche, eh bien, vous pouvez déjà réfléchir au fait que aux États-Unis, la langue officielle, c'est l'anglais, tout comme d'ailleurs pour une grosse partie du Canada. Alors, je vais terminer maintenant avec les langues romanes, aussi appelées langues latines. Et maintenant, eh bien, vous l'aurez sûrement compris, nous allons parler de la langue française. Eh oui, elle est issue du latin. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Beaucoup de gens connaissent cette expression, errare humanum est. Eh bien, dans ce mot errare, on retrouve le mot erreur. L'erreur est humaine. Humanum, c'est l'homme. Tout ce qui est homme, humain. Euh, donc, eh bien, vous pouvez aussi en déduire que, puisque le latin, vous savez très bien, euh, l'Empire latin, vous pouvez très bien déterminer, oui, c'est l'Italie aussi. Donc les Italiens sont issus aussi des langues latines. Et bien sûr, l'espagnol et le portugais, ainsi que le roumain d'ailleurs, font partie de ces langues. Alors, quelques petits exemples quand même. Nous avons par exemple le mot chanter. Le mot chanter qui est issu du latin cantar. Et l'Italie a gardé ce mot. L'espagnol et le portugais, on retrouve le même mot cantar. Et en roumain, c'est acanta. Alors désolé, je ne parle pas roumain, donc certainement que d'ailleurs même les autres langues, le finlandais, tout ça, je ne parle pas ça. Du coup, certainement que j'écorche les mots, j'écorche la prononciation, désolé tout de suite, hein. Voilà. Ensuite, pour terminer, un dernier exemple, hein, avec le mot langue d'ailleurs. Eh bien, en latin, lingua. Et l'italien a gardé le même mot, tout comme d'ailleurs le portugais. Bon, en espagnol, il y a une légère modification où nous retrouvons le mot lenga. Et là non plus, j'ai pas fait de portugais, je n'ai pas fait d'espagnol. Bon, les langues, c'était allemand et c'était anglais avant. Donc désolé, les prononciations, c'est pas mon fort là-dessus non plus. Bien que j'ai appris un petit peu l'italien. Bon, voilà, ça m'a pas trop servi, mais bon. Voilà, donc en tout cas, comme vous pouvez le constater, eh bien, limba aussi, pour le roumain, eh bien, on retrouve toujours les mêmes racines. Et si nous faisons une étude comparative de toutes les langues, eh bien, nous retrouvons alors de nombreuses similitudes très troublantes. Similitudes qui sont d'ailleurs preuve qu'à l'origine, eh bien, il y avait une langue unique. Voilà. Alors bon, je vais poursuivre très rapidement, hein. Je dépasse un petit peu le temps là pour l'instant. Désolé. Je voulais rester à 30 minutes. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on repart sur cette carte les haplogroupes, hein. Donc, il faut savoir que seulement se baser uniquement sur des variations dans la langue, ce n'est pas suffisant. Alors donc, il y a d'autres études qui étaient entreprises afin de prouver cela. Donc, prouver que toutes les langues sont originaires d'une seule et même langue. Et bien là encore, eh bien, ces études ont été menées sur la génétique. Et ces études ont démontré que les populations parlant les mêmes familles de langues ont un lien génétiquement parlant. Et c'est ce que nous voyons notamment au travers des différents haplogroupes, hein. Ces fameux haplogroupes, trois haplogroupes qui ont émergé principaux, les groupes M, N et R. Et au-delà de ces trois haplogroupes, eh bien, les généticiens sont remontés à un ancêtre commun, l'Adam Y chromosomique et l'Ève mitochondriale. Alors revenons à ces haplogroupes M, N et R qu'on retrouve ici.
euh, eh bien, nous pouvons suivre leur parcours à travers les continents, et cela grâce à leur génétique. Et les généticiens ont fait de nombreuses recherches génétiques dans le monde entier, et d'ailleurs, cela a permis d'établir une sorte de catalogue génétique retraçant toutes les mutations qui se sont faites entre chaque génération. Alors, ces mutations sont numérotées de façon chronologique. Ce qui permet d'avoir finalement une sorte d'arbre généalogique, et si vous retrouvez cet arbre généalogique, de toutes les populations. Et parmi les haplogroupes principaux, eh bien, nous retrouvons des sous-groupes. Alors, les haplogroupes principaux M, N et R, qui d'ailleurs, je le répète, je le rappelle, correspondent curieusement à la descendance de Noé, Sem, Cham et Japhet, eh bien, ces principaux groupes, haplogroupes plutôt, ont donné naissance à d'autres haplogroupes en vertu de toutes ces mutations génétiques qui se sont déroulées jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous avons par exemple l'aplogroupe H, qui est largement répandu en Europe. Mais dans cet haplogroupe H, eh bien, nous retrouvons des sous-clades ou des sous-groupes. Voilà, c'est ici, groupe H, là, on s'intéresse justement à ce groupe H ici. Donc le groupe H. Et donc des sous-clades ou des sous-groupes. Il existe plus de 90 sous-groupes dans cet haplogroupe, le groupe H. Euh, Par exemple, nous savons que Napoléon Bonaparte faisait partie de l'aplogroupe H1. Donc ici, cette zone-là, H1. Nicolas Copernic, par contre, lui, il faisait partie du groupe H27. On le retrouve ici quelque part. On doit le retrouver là quelque part. Donc Nicolas Copernic, c'est H27. Louis XIII et Louis XV, Marie de Médicis, la reine Victoria, eh bien eux aussi faisaient partie de l'aplogroupe H. L'actrice Eva Longoria, elle a subi aussi, elle a eu des petites... on a aussi étudié son génome, son patrimoine génétique, et ils ont retrouvé, donc les scientifiques, elle faisait partie du groupe A2. C'est un groupe que l'on retrouve très principalement en Amérique. Et d'ailleurs, Elvis Presley faisait lui aussi partie de ce groupe. L'actrice Meryl Streep, elle faisait partie du groupe ADN mitochondrial K1B2B. Et Condoleezza Rice, qui a fait parler notamment d'elle en poétique, elle était secrétaire d'État donc aux États-Unis et elle fait partie du groupe L, tout comme Nelson Mandela. La princesse Lady Di ou Diana, elle faisait partie du groupe R30B, tout comme d'ailleurs, bien sûr, les princes Harry et William. Il faut savoir aussi que le tsar Nicolas II, lui, faisait partie de le groupe T. Benjamin Franklin faisait partie du groupe V. C'est très varié, très intéressant. Et l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln, faisait partie du groupe X. Alors, en fonction de cela, eh bien, on peut déterminer là aussi leurs descendants, plutôt ce qui était avant. Donc, de où ils descendent. C'est intéressant. Alors donc, eh bien voilà, comme vous pouvez le constater, je termine là-dessus, comme vous pouvez le constater, eh bien, il y a une corrélation entre les différents groupes ethniques qui se sont développés au cours de l'histoire de l'humanité. Donc à l'origine, un seul peuple, une seule langue, puis à cause du péché, à cause de l'orgueil humain, eh bien, il y a eu séparation et création de nouvelles langues, création de nouveaux groupes ethniques qui se sont multipliés avec le temps. Alors, terminons avec ce passage de Genèse 11, versets 7 à 8, qui nous dit: Allons, descendons là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors, lorsque nous lisons que Dieu a confondu leur langage, eh bien nous devons comprendre que Dieu a créé de nouvelles langues. Eh oui, rien n'est impossible à Dieu. Et les gens ne pouvaient plus se comprendre. Et cela a créé du désordre. Et de ce fait, eh bien, ceux qui avaient reçu une langue similaire, eh bien, se sont regroupés. Et cela a donc créé plusieurs groupes
qui ensuite ont commencé à se déplacer géographiquement. Et dans tous les cas, eh bien, nous retrouvons entre les, les langues des similitudes troublantes. Et je pense qu'à Babel, eh bien, un groupe a reçu une proto-langue indo-européenne qui s'est développée avec le temps et qui a donné donc euh, qui a donné le français, qui a donné l'anglais, etc. plus tard. Enfin, plutôt la langue germanique plus tard. Voilà. Et ensuite, cette langue germanique qui a donné la langue anglaise, etc. Un autre groupe aussi a dû recevoir une proto-langue afro-asiatique. Un groupe une langue proto-sino-tibétaine, etc. Des proto-langues qui se sont développées au fil du temps pour arriver aux langues que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. C'était, quand j'ai étudié ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Malheureusement, eh bien, en 30 minutes maintenant, 40 minutes du coup, c'est un peu court de tout détailler. Voilà. Donc c'est sur ce point que je termine cette vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez reçu des éléments de réponse aux questions que vous posiez. D'ailleurs, rien n'empêche de continuer à poursuivre, hein. Je vous ai donné des liens, des liens pour pouvoir continuer à faire des recherches sur les différents groupes de langues. Eh bien, continuez, vous allez voir, c'est super intéressant. Regardez les similitudes entre les langues. Et c'est vraiment ouais, très très intéressant. Donc n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Ciao ciao, soyez bénis.